Eh bien bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Je vous fais cette petite introduction parce qu'on a eu un bug sur Twitter. Le micro de notre invité buguait et saccadait. Donc je vous refais un petit topo, un petit résumé de ce qui s'est dit pendant les premières minutes. On a tout simplement pris 5 minutes pour représenter Ludovic. Ludovic qui est un bitcoiner de longue date et qui écrit beaucoup de documentation sur le sujet, qui vulgarise un peu son fonctionnement, son histoire, etc. Il a notamment écrit plusieurs articles pour plusieurs médias, dont Cryptost. Et récemment, il a publié un livre qui s'appelle L'élégance de Bitcoin, qui est disponible chez l'éditeur Consensus Network, qui est un éditeur qui publie des livres en tout genre, qui concernent Bitcoin, qui traduit même des livres anglophones en français, notamment les livres les plus connus, comme les livres de Saif Dynamous par exemple, mais qui a aussi publié le livre de Ludovic Lars, qui s'appelle l'élégance de Bitcoin, et vous avez la possibilité d'économiser 10% en utilisant le code promo Cryptos, tout simplement en petites lettres. Et donc voilà, merci beaucoup à eux pour ce lien d'affiliation, et comme ça aussi ça nous régale et ça vous régale aussi, et tout le monde est content. Ludovic a aussi écrit, récemment publié une formation sur l'histoire de Bitcoin qui va encore plus dans le détail que son livre. Donc son livre parle de l'histoire de Bitcoin, la préhistoire de Bitcoin même, et tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années, ainsi que parle des aspects techniques de Bitcoin, son fonctionnement, le minage, les clés privées, etc., etc. Donc c'est un très bon point d'entrée pour avoir une vue d'ensemble de Bitcoin, et plein de petits détails accessibles pour les débutants comme pour les experts. Et sa formation, elle est focus sur l'histoire de Bitcoin, sur la préhistoire de Bitcoin, et vient expliquer un peu tous les mouvements qui sont venus avant la création de Satoshi Nakamoto, tout simplement. Et cette formation est disponible sur Plan B Network, donc le site planb.network. Je vous invite à aller voir même le site dans sa globalité. Il y a plein de formations en tout genre qui concernent Bitcoin, que ce soit sur la manière dont on peut utiliser des portefeuilles pour les débutants, ou même des choses beaucoup plus complexes comme comment fonctionne le Lightning Network, comment même fonctionne RGB. Il y a même une formation complète sur RGB, et plein d'autres formations aussi, des business schools, et plein de choses. Je vous invite à le voir. 99% du contenu dessus est gratuit, et ce site vaut le détour, planb.network. Et donc voilà, je vous laisse maintenant à l'épisode qui a été enregistré donc sur Twitter. Oui, bah, je décrivais un peu Oui, ce sur qu'étaient le début, les cypherpunks c'est ça. et Je comment crois que ils tu venais voyaient les choses. d'expliquer comment est-ce que le nom avait été choisi, Ouais. et comment le Oui, en mouvement était fait, né. le terme cypherpunk, c'est un calque du terme cyberpunk, qui est un genre littéraire qui décrit un futur dystopique où technique de pointe se mêle à tout ce qui est consommation à outrance, au crime et à l'avarice. Dans des univers cyberpunk du coup que les gens connaissent avec le jeu notamment. Et donc ce mouvement date d'un peu plus tôt dans les années 80. Et donc les cyberpunk reprenaient cette vision du monde tout en étant un peu plus optimistes que les cyberpunk, qui étaient devenus une sorte de contre-culture. Et, euh, et donc ils voyaient les choses un peu sous un angle, oui, un peu plus optimiste vis-à-vis de l'utilisation de la technologie notamment. Mais ils avaient en tête justement les dérives dans lesquelles on pouvait tomber à cause de la technologie justement. Et donc l'un des précurseurs du mouvement cypherpunk, c'était David Chaum, dont je parlais tout à l'heure, qui est un informaticien et cryptographe américain né en 1955, et qui est un pionnier de la cryptographie, qui a rédigé pas mal d'articles fondateurs, euh, et qui a aussi fondé l'IACR, c'est une organisation qui promeut la cryptographie autour du monde. Et donc lui, son combat en fait, c'était un combat pour la protection de la vie privée, qui voyait disparaître à cause de l'informatisation de la grandissante de la société en fait. Même à l'époque, il avait déjà des inquiétudes à ce sujet. Et donc en 1985, il a publié un article qui s'appelait Security
without identification. Donc la sécurité sans l'identification, et dont le sous-titre était des systèmes de transaction pour rendre Big Brother obsolète. Et donc l'idée c'était d'utiliser des protocoles cryptographiques pour permettre de pouvoir communiquer de manière privée, s'engager de manière trustless et privée, un peu comme les smart contracts, et aussi d'échanger de l'argent. Et donc dans l'introduction de cet article, il écrivait notamment, je vais prendre une citation. Les bases d'une société du fichage sont en train d'être établies, société dans laquelle les ordinateurs pourraient être utilisés pour déduire les modes de vie, les habitudes, les déplacements et les associations des individus à partir de données collectées dans le cadre de transactions de consommation ordinaires. L'incertitude quant à la sécurité des données contre les abus de ceux qui les conservent ou les exploitent peut avoir un effet paralysant, incitant les gens à modifier leurs activités observables. À mesure que l'informatisation se généralise, ces problèmes risquent de s'aggraver considérablement. Et donc il a vraiment peur du développement technologique qui est en train de se produire avec forcément les ordinateurs et Internet. Et c'est pour ça qu'il a essayé de mettre en place des choses qui pouvaient s'y opposer. Et donc une des solutions qu'il envisageait, c'était le cash électronique, donc qu'il appelait e-cash, qui est un protocole en fait d'argent liquide numérique partiellement intraçable, qui était basé sur le procédé de signature aveugle que David Chaum avait décrit au début des années 80. Et donc ce système-là devait être fondé en fait sur un réseau de banques qui se chargeait d'empêcher la double dépense. Donc il était un peu centralisé, mais il permettait aux individus d'avoir des billets en main propre, quoi, des billets au porteur, et d'échanger, il permettait que les échanges soient relativement confidentiels, c'est-à-dire que les banques en fait n'avaient pas connaissance directement des échanges qui se faisaient. Et donc ça, il a implémenté, cette idée a été implémentée au milieu des années 90, notamment par les cypherpunks, mais aussi par l'entreprise de David Chaum qui s'appelait DigiCash. Et donc cette implémentation n'a pas vraiment fonctionné, on pourra en reparler. Mais voilà, c'est un peu ça. Et donc voilà pour introduire le sujet. Bah, merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai republié et épinglé le texte que tu viens de lire avec le lien pour ceux qui veulent, ceux qui voudraient approfondir. Et donc, pourquoi est-ce que, pardon, je me suis un peu mélangé dans les questions. Est-ce que pour toi, ces préoccupations qu'il avait déjà en 1985, au moment où il écrit, où il publie les lignes que tu as lues, est-ce que ces préoccupations sont encore d'actualité aujourd'hui selon toi? Et si oui, à quel point? Oui, évidemment, oui. Mais peut-être avant, je peux parler aussi de Tim May, qui avait aussi les mêmes préoccupations, parce qu'il n'y avait pas que David Chaum. Bon, ça va être un peu long, mais si tu veux, je peux mettre je peux mettre tous les liens concernant Tim May. Il y en a 3 là. Il y en a un, c'est Scénario for a Ban of Cash Transactions. Ouais, voilà. Bah, mets le premier de 92. article. Ok, je vais mettre ça. Et donc je mets aussi les citations que t'avais mis. Toc. Et donc Tim May et David Chaum qui étaient les fondateurs du mouvement cypherpunk. En gros, pour différencier David Chaum des cypherpunks, David Chaum il était beaucoup plus consensuel dans son approche. Il voulait pas forcément que la cryptographie soit utilisée pour le crime, etc. Alors que les cypherpunks, ils étaient très radicaux et ils n'hésitaient pas à dire que oui, leur protocole serait utilisé par les criminels, tout enfin, ils voulaient pas justifier la chose évidemment, mais ils étaient au courant que évidemment oui, leur technologie allait être utilisée de cette manière. Mais pour eux, c'était la seule manière de justement
préserver la vie privée sur Internet et la liberté, c'est de faire ça. Parce que dès que tu te mets à discriminer entre les usages, bah tu finis par avoir un contrôle total sur la chose. Et donc Tim May, donc pour le présenter un peu, c'est en fait la personne du mouvement cypherpunk, le représentant principal de ce mouvement-là, vu qu'il a, c'est le fondateur, hein, c'est lui qui a initié le mouvement en septembre 92, notamment en organisant la première réunion avec Eric Hughes chez ce dernier. Et donc lui c'était un scientifique ingénieur qui est né en 1951, il me semble, et qui avait travaillé pour Intel précédemment et avait pris sa retraite en fait à ses 35 ans en fait. Au bout de 10 ans de travail, il avait accumulé assez d'argent pour, notamment grâce à ses brevets, pour pouvoir vivre sans travailler. Et donc à partir de ce moment-là, il s'est consacré à ses passions politiques, à son idéologie, et ça a été un membre assez prolifique du mouvement. De ce côté-là, il a écrit notamment pas mal d'essais sur la liste de diffusion de cypherpunk, et donc notamment l'article présenté ici, qui décrit en fait un scénario d'interdiction des transactions en espèces. Et donc à l'époque, juste pour finir là-dessus, hein, il voyait dans cette cashless society, comme il écrit, comme une société dans l'espèce, il voyait un certain nombre d'avantages pour du point de vue étatique. En fait, il pensait que ça allait se passer pour certaines raisons. Et donc ces raisons, c'était, je vais les citer ici, hein, le recouvrement plus rapide et plus complet de l'impôt. Donc évidemment, hein, si vous n'avez pas de cash et que vous pouvez surveiller toutes les transactions, bah oui, vous pouvez prélever l'impôt plus facilement. En plus, vous pouvez le prélever directement. Il n'y a pas de souci. Et donc là, ça présuppose évidemment une monnaie numérique centralisée, contrôlée par l'État ou par des instances dirigées, contrôlées par l'État. Il voyait comme avantage, il voyait aussi la réduction générale de l'économie souterraine. Donc ça tombe sous le sens. La réforme de l'aide sociale qui permettait d'imposer des restrictions sur les dépenses autorisées. Donc ça, on en parle beaucoup pour les monnaies numériques de banque centrale, c'est tout ce qui est programmabilité de ces monnaies-là. En fait, ça permettrait justement de permettre une dépense mais pas une autre, etc. Et de pouvoir avoir du contrôle, un contrôle détaillé sur les habitudes des gens, sur les transactions des gens. Quatrième point, c'est la lutte contre la contrefaçon, qui évidemment, si vous avez plus de billets, mais que vous avez juste un protocole informatique, c'est tout de suite plus facile de vérifier les choses. Et donc voilà. Enfin, un point un peu anecdotique, c'est le contrôle sur les protocoles de chiffrement. En fait, il voyait une certaine assimilation entre communication et transaction par ce biais-là, une assimilation que les pouvoirs pouvaient utiliser pour interdire justement les protocoles cryptographiques. Bon là, c'est le contexte de l'époque, hein, où on avait un État fédéral qui essayait d'interdire des protocoles de chiffrement sous prétexte que c'était considéré comme des munitions, etc. avec PSGP. Donc voilà, si vous connaissez un peu l'histoire. Et donc voilà ce qu'ils voyaient là-dedans sur l'avènement d'une société sans cash, donc qui serait plutôt une société où le cash serait fortement restreint, voire interdit, et il serait remplacé évidemment par une monnaie numérique pilotée par l'État de façon plus ou moins directe. Donc l'État ou la Banque centrale. Ouais, tous ces sujets-là, j'ai l'impression qu'ils sont encore très présents aujourd'hui, et surtout encore plus avec Bitcoin. Par exemple, la programmabilité se débat tout autour de rendre Bitcoin programmable avec des covenants ou autres, justement, qui pourraient potentiellement ouvrir à
des applications justement de contrôle, enfin rendre les BTC avec différents BTC, enfin créer différents BTC sur la blockchain et permettant au gouvernement de contrôler, de créer une sorte de monnaie numérique de banque centrale avec directement avec Bitcoin. C'est un Oui, peu oui, des... bah oui, quand j'ai lu l'article, je me suis, j'ai cru lire un article d'aujourd'hui, hein, à quel point Ouais, c'est encore alors très les choses, d'actualité. ouais, les arguments ont pas changé et puis ouais, ouais, c'est toujours la même chose. Mais en fait, pour moi, on y vient aussi. Hein, je suis un peu de cet avis. Hein, je suis un peu un pessimiste dans l'âme. Non, enfin bon, on y viendra parce que c'est une évolution naturelle en fait de la monnaie et que bah on peut voir au cours de l'histoire, il y a des évolutions qui prennent plus ou moins de temps, mais qui arrivent forcément au bout d'un moment. Hein. La monnaie fiat, c'était censé arriver à partir du moment où on a commencé à avoir des billets en circulation garantis de l'or, mais l'or contrôlé par la banque centrale, bah, il n'y a plus qu'un pas pour annuler la convertibilité. Et là, je pense que c'est pareil, on est en train de vivre une transition en direct live. Hein, ça prendra 10, 20, 30 ans, je sais pas combien de temps, mais on y viendra forcément et on peut déjà le voir, hein, les habitudes changer, on va dire. Ouais, bah, la fin de l'utilisation de l'or en tant que monnaie physique directement en pièces d'or, ça a pris quoi? Ça a pris 100, 200 ans environ. Et donc là, on est en train de, enfin potentiellement, on est à l'aube d'un nouveau changement où il y a une nouvelle forme qui se crée tous les, je sais pas, 30, 50 ans à l'échelle de, je sais pas parce que c'était 71 qu'on a quitté l'étalon or. Donc c'était il y Non, a, 1933. Pour moi, on a quitté l'étalon World classique où on pouvait convertir nos oui, billets en or, nous citoyens, en 1914 en France et en 1933 aux États-Unis. Et en fait, il y avait encore une sorte d'ancrage sur l'or ensuite aux États-Unis, mais les particuliers ne pouvaient pas retirer de l'or auprès de leur banque centrale puisque c'était interdit pour eux de détenir de l'or. Donc, donc ouais, 1933 à 1971, ça fait 40 ans. 71 à aujourd'hui, ça fait 50 ans. Donc on a un cycle un peu plus ou moins régulier qui est déjà en place depuis plusieurs siècles. Et donc avec ce qu'on voit aussi avec les projets de loi de MNBC, etc., on a potentiellement, enfin on est dans l'aube justement d'un nouveau changement, d'un nouveau cycle. Et ce qui est fou, je trouve, c'est que bah, les cypherpunk en ont parlé, et même avant ça, David Chaum, euh, bah, dès les années 80-90, alors que la monnaie numérique, enfin même l'euro n'était pas encore numérique, ou le dollar n'était pas encore numérique, on pouvait pas encore transférer une monnaie fiduciaire via Internet. ouais, mais oui, oui, mais la société était déjà un peu bancarisée. Oui. Euh, et en fait, il y avait déjà enfin, tu dis que il y avait pas de paiement numérique. Il y avait déjà quand même des cartes de paiement, des cartes de crédit Visa et Mastercard. Donc, Mais c'était pas numérique et via Internet comme c'est aujourd'hui, par exemple. C'était moins oui, avancé oui, que c'était ça moins l'est. numérique, forcément, mais pour moi, voilà, il y avait déjà une évolution notable à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est progressif quoi qu'il arrive. Et tu m'avais partagé aussi deux autres citations, une de Hal Finney et une de David Murray. Est-ce que tu veux qu'on fasse un point dessus comme on a fait pour David Chaum et Tim May? Non, non, c'était à titre informatif. Ok. Non, Euh, bah, je peux faire la même chose. Je le mets dans un tweet mm. épinglé. Et comme ça, pour ceux qui sont curieux et qui veulent approfondir. C'est pour montrer que Tim May n'était pas le seul à penser à ces questions, justement. Et que voilà, il y avait tout un mouvement de personnes qui s'inquiétaient de cette chose et qui voulaient y remédier par l'action en créant des protocoles de monnaie numérique intraçables
confidentiel. Bah, du coup, je viens de mettre le truc, tous les liens et ce que tu m'avais envoyé de toute façon avant. Donc, pour ceux qui veulent approfondir, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires du Space. Et. Oula, attends. Désolé, j'avais quelqu'un qui m'appelait sur. Je vais fermer ça. Pardon. Pardon, j'ai eu un problème. C'est bon. Alors, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ces pensées pré-Bitcoin autour du contrôle de la monnaie? Oui, peut-être qu'on peut évoquer les cas de monnaie numérique qui ont existé avant Bitcoin. Donc j'ai cité notamment eCash, mais il y a pas que ça, hein. Il y a eu des protocoles, en fait des systèmes de monnaie qui étaient un peu centralisés, donc qui étaient gérés par des individus qui géraient ça comme une entreprise en fait, et qui étaient utilisés sur Internet pour faire des transferts de fonds. Donc on peut citer notamment eGold, qui a été créé par Douglas Jackson en 1996 et qui était un protocole de monnaie en fait basé sur l'or où les individus pouvaient échanger via le système juste avec leur navigateur, hein. C'était assez facile d'utilisation. Et c'est à la suite de cette chose-là, on a eu d'autres protocoles comme Liberty Reserve et le, le, le Liberty Dollar électronique aussi qui a copié un peu la chose. Et donc toutes ces monnaies-là, elles ont fini par fermer, pas parce qu'elles marchaient pas, hein, justement, c'est parce qu'elles marchaient trop bien et que l'État fédéral américain euh, les avait fermées de force, hein, même quand les entreprises n'étaient pas basées aux États-Unis. Parce que Liberty Reserve, c'était le Costa Rica et les employés étaient disséminés tout autour du monde, hein. Ils ont tous été arrêtés le même jour dans une opération contrôlée, ce qui fait penser justement à la fermeture de Samouraï cette année. Mais voilà. Et donc à côté de ça, on a eu toutes les idées des cypherpunks justement, qui à partir de la fin des années 90 ont commencé à développer leur propre système, le modèle quoi. Et donc parmi eux, il y avait Wei Dai qui a créé le protocole Bimoni, qui était justement un protocole décentralisé où on avait un réseau de nœuds, etc., comme pour Bitcoin. Bon, la Bimoni, c'était un peu un stablecoin, c'était un truc un peu rudimentaire, mais enfin l'idée était bonne, hein, mais elle a jamais été implémentée. On a eu aussi l'idée du BitGold de Nick Szabo, qui était aussi un cypherpunk reconnu, hein, qui est assez connu pour avoir créé le concept de smart contract et qui en fait se proposait de baser sur la rareté de son unité de compte sur la preuve de travail. Et cette idée n'a pas non plus été implémentée directement. Cependant, il y a Alfinet, dont on parlait tout à l'heure, qui a créé un troisième protocole qui s'appelait AirPow, ou les preuves Reusable Proof of Works, qui est un protocole en fait qui implémentait l'idée de Xabo de manière simpliste avec une sorte de serveur transparent. Bon, c'est un peu étrange, mais qui avait le mérite, qui a eu le mérite en fait d'être implémenté et de marcher pendant un peu plus d'1 an, il me semble. Donc on a eu tous ces protocoles, hein. AirPow c'était en 2004, et tous ces protocoles ils ont vraiment comment dire pavé la voie pour Bitcoin, même si Satoshi ne s'en est pas inspiré directement. Ils ont marqué l'histoire de Bitcoin dans le sens où l'effort était là et Satoshi a réussi à conclure cet effort et à combler les lacunes de ces protocoles qui étaient un peu bancales, un peu
plus complexe que Bitcoin et plus attaquable forcément. Donc, ouais. Et pardon, parce que il y a une personne qui m'a envoyé un DM en même temps qui arrive pas à monter dans le space. J'essaie de régler ça en même temps, mais très bien. Et donc de toute façon tout ça, enfin toute l'histoire de Bimoni, etc. Il me semble que on peut renvoyer vers ton livre où c'est très bien Oui. détaillé. Et il y a notamment aussi les podcasts de Urban Tech qui sont aussi très cool pour avoir un autre point de vue sur toute cette préhistoire de Bitcoin. Et d'ailleurs, ce point-là, je trouve ça assez fou parce que le, comment dire, souvent quand on parle de Bitcoin, c'est perçu comme une antiquité qui marche pas bien, qui est lente, etc. Euh, par les débutants, au moins, qui rentrent dans cet univers des crypto-monnaies, si on peut appeler ça comme ça. Et ils disent ouais, Bitcoin c'est la préhistoire, alors qu'en fait, Bitcoin c'est l'innovation justement, et qu'il y a toute cette préhistoire qui est souvent oubliée. Et souvent, enfin, les débutants sont choqués ou étonnés en tout cas par euh, quand ils apprennent que Bitcoin n'était pas la première, enfin le premier test en tout cas. Oui, Et bah notamment, je te coupe, désolé, mais non, non, vas-y, vas-y. notamment Bimoni. Bah, les gens ont tendance à penser que la proof of stake, donc preuve d'enjeu, est une innovation par rapport à la proof of work, mais Bimoni justement se basait sur un système de proof of stake pour valider les transactions. Donc, donc voilà, il y a quand même, il y a quand même voilà une une sorte de confusion à ce sujet. Ouais, ouais, ça mélange un peu tout. Et genre, mais enfin, c'est hyper intéressant. Et, c'est un autre rabbit hole dans le rabbit hole. Euh, donc, ouais, vaut mieux clôturer ce sujet. Et donc, pour toi, en quoi est-ce que Bitcoin pourrait être une alternative, justement parce on est là pour parler de Bitcoin quand même à la base. Est-ce que déjà, Bitcoin peut et est un potentiel alternative au cash? Et pourquoi est-ce que c'est une meilleure version du cash que les monnaies numériques de banque centrale, par exemple? Bah, Bitcoin, en fait, moi, quand je le présente souvent comme un argent liquide numérique, et c'est comme ça qu'il est présenté dans le livre blanc, hein, Peer-to-Peer Electronic Cash System. Donc, donc pour moi, c'est dans le nom, en fait, c'est c'est dans le titre, c'est évident que c'est une alternative au cash actuel, surtout s'il commence à disparaître. Mais en ligne, quoi. C'est juste ça la différence. Et donc, qu'est-ce qui le différencie des MNBC? Bah, le fait qu'il soit incensurable et qu'il soit résistant à à la censure. Donc, qu'il soit difficile d'empêcher les transactions de se faire. Ce qui, dans un système de MNBC, serait, enfin, comment dire, il y aurait, enfin, ça serait un problème assez compliqué et assez invasif dans un système comme ça. Et deuxième différence, c'est qu'il est en fait Bitcoin est résistant à l'inflation, c'est-à-dire qu'on peut pas en créer plus, qu'il est difficile de créer plus d'unités que c'est prévu. Et donc ces deux aspects forcément vont différencier Bitcoin de la monnaie numérique de banque centrale qui peut justement être imprimée à l'infini et être censurée à volonté par les agents qui la contrôleront, hein, que ce soit la banque centrale directement ou bien les banques privées qui pourraient servir de médiatrice en fait dans le système. C'est-à-dire de médiatrice. Bah, en Plus fait, dans le... le système va être centralisé forcément, mais il faudra. Moi, j'ai pas idée de quelle conception les banquiers centraux ont actuellement, mais il y avait une idée qui flottait il y a au moins il y a un an ou deux qui pouvait inclure justement faire participer les banques commerciales au système pour qu'elles elles bénéficient de la chose et elles soient pas lésées par le déploiement d'une telle monnaie en fait. Oui, parce que Parce le que but sinon, de...
enfin d'une banque Mais centrale, d'une monnaie numérique de banque centrale, ça fait que comment dire, les banques commerciales n'auraient plus d'intérêt, enfin n'auraient plus de rôle, en gros, ah oui, bah c'est si pour ça ça. passe directement par la banque centrale. Oui, bah mais il faudrait qu'il y ait des succursales de la banque centrale qui gèrent qui interagissent avec les utilisateurs, etc. Et il faudrait il se pourrait qu'elles aient ce rôle-là, le rôle-là. Mais là, c'est très spéculatif en fait. C'est juste que l'objection qu'on a souvent vis-à-vis des MNBC, c'est que les banques commerciales ne laisseront pas faire. Mais pour moi, si elles ont un intérêt à y gagner, elles marcheront, elles accepteront quoi. Et est-ce que pour toi, les stablecoins pourraient être une autre alternative qui serait potable, mieux ou pas? Bah, le sujet des stablecoins est très intéressant parce que l'USDT au moins est plutôt pas mal utilisé dans les pays émergents en Amérique latine, etc. Et, euh, et donc elle sert un peu de cash numérique en ce moment, on va dire. Mais en fait, il se pourrait que justement, vu que bah, USDT c'est contrôlé par une entreprise qui s'appelle Tether, et donc il se pourrait que cette entreprise soit justement contrainte de restreindre les opérations financières, etc., par l'État fédéral américain, et que justement le SDT devienne peu à peu l'équivalent d'une MNBC. Et, donc ça, moi, enfin, pour moi, ça va se produire. Hein. Bah, tous les systèmes centralisés depuis les années 90 ont fini de la même manière. Il n'y a pas de raison que Tether réussisse à gérer une monnaie privée en dehors du contrôle des États-Unis. Ouais. D'ailleurs, avec le dernier discours, enfin le discours de Trump qui a fait à la conférence de Nashville, où il a dit ouvertement, il n'y aura pas de monnaie numérique de banque centrale tant qu'il sera président, etc. Et même si cette promesse s'avère vraie et qu'il anéantira vraiment tous les projets de dollars numériques, bon, en fait, il aura tout intérêt, ou alors juste enfin pousser Tether et Circle et tous les émetteurs de stablecoin à juste être régulés, potentiellement très strictement, et à instaurer une backdoor par la législation dans ces systèmes-là, et tout simplement permettre d'utiliser le dollar, enfin l'USDT, l'USDC comme des monnaies numériques de banque centrale, sans réelle monnaie numérique de banque centrale. Je sais pas ce que t'en Oui, penses. bah oui, oui, c'était le sujet d'une vidéo de Grand Angle Crypto récemment là, il y a un mois ou deux, je sais plus. Et justement, la thèse c'était que justement Trump laissait promeuver l'USDT en tant que moyen de justement d'accroître l'influence du dollar dans le monde et de pouvoir justement ensuite, dans un second temps, pouvoir contrôler les transactions. Bon, ça, il va pas, évidemment, il va pas le dire, hein, c'est un politicien, hein, Ouais, c'est mais sûr. moi, il y a une méfiance à avoir à ce niveau-là, en tout cas. Mais surtout, avec ce qu'on voit un peu tous les dangers de centralisation, que ce soit sur Ethereum ou sur Bitcoin d'ailleurs, sur le Lightning Network par exemple, où bah, même si on pourrait avoir une utilisation souveraine de Lightning Network, il y aurait quand même la possibilité d'avoir un réseau centralisé via des LSP contrôlés par l'État, etc. Et donc j'ai l'impression que la direction qui est en train de prendre l'univers de la blockchain, si on peut appeler ça aussi comme ça encore une fois, c'est vraiment servir d'infrastructure informatique, plus ou moins distribuée, mais contrôlée par le gouvernement des États-Unis, au moins par l'OFAC, parce qu'il y a déjà près de 50% des blocs Ethereum qui sont OFAC compliant. Euh, Là, en ce moment, il y a aussi tous les L2 Ethereum qui sont ultra centralisés, gérés par des entreprises qui sont majoritairement aux États-Unis, et aussi les LSP sur Lightning, par exemple, pourraient être gérés par le
Et enfin gérer le minage de Bitcoin aussi. le minage aussi, même si ça reste quand même très décentralisé. Pour l'instant, c'est assez robuste, je pense, pour pouvoir résister à une attaque de censure d'ampleur de la part des États-Unis, même si c'est quand même possible. Mais ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est déjà possible pour le gouvernement des États-Unis de appliquer exactement la même chose que le fait par exemple la Chine avec son e-yuan. Il pourrait faire exactement la même chose avec l'USDT sur les différentes blockchains et même sur Bitcoin via le Lightning Network par exemple. Et donc au final, s'ils adoptent cette stratégie-là, bah, ils auraient créé une monnaie numérique de banque centrale sans argent public, avec juste l'innovation des entreprises, et ils n'auraient rien dépensé, et ils auraient juste le même résultat qu'à la Chine et que ce que l'Europe veut faire. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Moi, je pensais que t'allais rebondir un peu plus, mais mais bon, j'ai peut-être tout dit déjà. Oui, oui, bah de toute façon, c'est la tendance globale, ça va dans ce sens. Hein. Quand tu peux pas arrêter quelque chose, tu vas essayer de la contrôler, de la modeler selon tes attentes. Et donc c'est exactement ce ils essaient de faire avec les stablecoins et même Bitcoin et Ethereum et ça. L'avantage qu'a Bitcoin sur Ethereum, c'est au niveau de la confirmation de transaction, c'est que Ethereum c'est de la proof of stake, donc une fois que il y a suffisamment d'Ethereum, d'Ether qui sont bloqués et qui censurent des transactions, bah c'est plus ou moins fini. Alors que sur Bitcoin, on peut toujours apporter une preuve de travail supplémentaire via la production de nouvelles machines, etc., ou l'utilisation de machines de façon clandestine, on va dire. Et donc moi, la centralisation, je sais que ça va arriver, mais avec Bitcoin, j'ai bon espoir que le système va résister à la censure. Et c'est toute la proposition de valeur de Bitcoin. Hein. Bah ouais, pour revenir dessus, bah, le Lightning Network est pas suffisamment résistant pour ça, parce que tout simplement les États-Unis pourraient clairement créer leur propre nœud Lightning et créer leur wallet custodio, etc. Même si de la même manière, on pourrait avoir une partie non censurée de Lightning, mais sur la blockchain en tant que telle, sur Bitcoin en tant que layer 1, c'est beaucoup plus complexe. Aux États-Unis, il y a environ 25, certains disent même 30%, j'ai un peu du mal à croire, pour moi c'est plus 25 voire moins, du hash rate total qui est aux États-Unis, ou au moins géré par des entreprises états-uniennes. Donc ça reste quand même assez limité, surtout que ces derniers mois, on a pas mal de pays qui se positionnent aussi sur le minage. C'est la Russie, il y a 2 semaines, je crois, qui a fait une nouvelle législation sur le minage. La Chine aussi qui est en train de mettre l'accent sur ça, sur le minage. D'ailleurs, le minage qui n'a jamais été vraiment banni en Chine, hein, c'était juste le minage illégal qui a été banni en Chine. Et, euh, et donc j'ai l'impression que quand même, pour le layer 1 de Bitcoin, ça va dans le bon sens. Mais pour d'autres infrastructures, c'est un peu plus compliqué, l'avenir est plus incertain. Oui, 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 oui. Par rapport à d'autres, à Ethereum, on est peut-être mieux. Quant à Lightning, ouais, c'est vrai que c'est un problème que la liquidité s'est concentrée dans des LSP réglementés. Mais bon, moi, j'étais assez sceptique de Lightning dès le début, donc j'ai pas trop d'attente à ce niveau-là, même si le protocole est très utile. Hein, j'utilise pas mal. C'est pas voilà, c'est un défaut, mais bon, ça sera forcément moins résistant à la censure que Bitcoin. Et si on veut de la résistance à la censure, il vaut mieux aller sur on-chain. Voilà. Il y a plusieurs innovations, enfin expérimentations qui sont en cours, notamment sur les wallets qui utilisent Lightning et Liquid. Donc Liquid qui est quand même ultra centralisé, donc si jamais il y a de la censure sur Liquid, enfin le gouvernement veut censurer Liquid, il aura aucun mal à le faire. Par contre, dans le cas où on arrive à créer des sidechains similaires
à Liquid, mais avec un bridge, comment dire, un peg in, peg out euh, plus trustless et non custodial, etc. Bah, potentiellement, en fait, on pourra avoir une, une utilisation similaire où Liquid ferait, la sidechain servirait aux personnes lambda de détenir leur Bitcoin ou leur wrap Bitcoin permissionless et d'utiliser Lightning juste pour faire des transactions avec des atomic swap par exemple pour que ce soit plus rapide ou des choses du genre. Et je trouve ça très intéressant et potentiellement c'est ça qui pourrait permettre une adoption quotidienne de Bitcoin en tant que cash numérique et donc c'est des trucs qui sont en cours. Et je sais pas est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose de faisable, toi, Bitcoin en tant que comment dire outil du quotidien? Parce que le L1, c'est sûr qu'il peut pas scale. Ouais. Bah, comment dire? Pour rebondir, pour revenir sur les sidechains, je pense que c'est avoir un peg qui soit pas, qui ne requiert pas un peu de confiance, c'est un peu illusoire. Il y a toujours une notion de conscience, de confiance qui va intervenir, hein, même dans le protocole Drive Chain de Paul Storks. Hein, c'est soit on fait confiance aux mineurs, soit on fait confiance au fait que les utilisateurs vont modifier, vont implémenter un soft fork pour que les mineurs se comportent bien. Donc il y a le modèle de sécurité est un peu beaucoup plus bancal que la main chain. Quant au fait que est-ce que c'est faisable d'utiliser Bitcoin dans la vie de tous les jours, moi je dirais ça dépend de l'utilisation et ça dépend de quelles sont les vraies limitations du système. Parce que là, actuellement, on a une limitation sur la taille des blocs, hein, sur la main chain, ce qui fait que justement, même pour Lightning, le coût de règlement il va y avoir un coût de règlement via les frais de transaction. Ce qui ferait que bah, justement les personnes avec le moins d'argent vont être limitées sur cette chaîne-là. Et, euh, et donc en fait, s'il y a personne sur la chaîne et qu'on est un peu comme aujourd'hui, les frais vont être assez bas et il y aura pas de problème. Mais si on commence à avoir une adoption un peu plus grande, forcément, il y aura des limitations. Donc pour moi, en fait, bah, comme je l'ai dit hein, chez How to Bitcoin, pour moi, faut voir Bitcoin BTC comme un or numérique, donc un moyen d'échanger de la valeur. Enfin de fortes sommes de valeur, des fortes sommes, des fortes, Des des sommes valeurs assez importantes. hautes. Allô? Oui? Des sommes importantes, quoi. Ouais, des sommes importantes, voilà. Et moi, ce que je proposais dans How to Bitcoin, mais c'est pas mon idée, hein, c'est celle de Eric Voskuil et c'est ce qui se fait naturellement en fait, c'est d'utiliser certains altcoins, donc comme Litecoin, pour faire des échanges plus quotidiens, comme l'argent justement permettait d'échanger d'échanger au quotidien au moment où l'argent et l'or étaient dominants en Europe et dans le monde. Donc, Mais, ouais. mais ça, ce serait dans un cas où on n'a pas de solution pour scale sur Bitcoin. Parce que je me Oui, 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 dis, évidemment. Oui. si on a des solutions, tu vois, pour scaler Bitcoin, bah, ces autres monnaies seront vues comme bah, des shitcoins ou des monnaies qui perdent en la valeur, donc personne ne voudrait les utiliser. Oui, bien sûr, oui, oui, évidemment. Mais est-ce qu'on trouvera ces solutions Je ne sais Mm. pas, hein, parce que comment dire, Lightning, ça fait ça fait 9 ans que c'est promu que c'est promu de façon assez répétée. Mais pourtant, bah, on en voit aujourd'hui les limitations, notamment l'année dernière avec les frais de transaction énormes à cause de Ordinals. Bah, on a vu justement que le protocole Lightning n'était pas efficace pour sécuriser des fonds si justement les fonds que tu possèdes sur le réseau sont inférieurs aux frais moyens sur la main chain, quoi. Donc
donc voilà, il y a tout ça. Mais oui, évidemment, si on trouve une solution technique, et je pense que ça va s'améliorer, mais pour moi, il y aura forcément au moins 2 protocoles qui seront utilisés à l'avenir, quoi, si ce n'est Ouais, plus. de toute façon, depuis le début enfin, une des premières critiques qui a été faite contre Bitcoin, c'est sa scalabilité. Il me semble les premiers messages que Satoshi a reçus, c'était ah, ça va pas scale. Et Lightning, on sait très bien que c'est limité aussi par les capacités de Bitcoin. Et donc, c'est justement tout ce débat de programmabilité dont on parlait juste avant, on a besoin de changer quelque chose pas dans le consensus, mais dans la programmabilité de Bitcoin, dans le langage de Bitcoin, pour pouvoir permettre vraiment à Lightning de passer à l'échelle. Et si on veut que Bitcoin passe à l'échelle et qu'on n'a pas d'autre solution que Lightning, ou qu'on trouve pas de meilleure solution que Lightning, à ce moment-là, ce sera quelque chose de nécessaire pour que Bitcoin soit adopté de manière plus globale. Oui, bah, on verra. L'avenir nous le dira. C'est sûr. Et peut-être un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est sur en fait, on voit que la mort du cash, c'est pas juste quelque chose qui est petit à petit entraîné par les États, par les gouvernements, pas forcément un complot, mais quelque chose de pensé par les États. Mais c'est aussi quelque chose qui est fait de manière organique par la population et qui vient tout simplement petit à petit arrêter d'utiliser de l'argent liquide parce que c'est contraignant, parce que c'est risqué, on peut se le faire voler, on peut le perdre, et que utiliser une carte bancaire, ou utiliser Apple Pay ou Google Pay, je sais plus comment ça s'appelle sur Samsung, sur Android, bah, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus efficace, et même si on perd un peu en privacy, bah, au final, les gens par défaut vont l'utiliser. Et est-ce que tu penses que de la même manière qu'on a cette transition, les gens pourraient faire aussi la transition vers Bitcoin, des monnaies de paiement traditionnelles, voire de monnaies numériques, vers Bitcoin, ou est-ce que ça va être un trop gros pas? Euh, Parce que ça fait quand même beaucoup de changements pour eux, quoi, pour le pleb moyen. Euh, non, pas. Enfin, ce serait un peu compliqué, on va dire. Pour moi, Bitcoin n'a pas vocation à être utilisé par tout le monde, hein. Tout le monde peut l'utiliser, mais tout le monde n'en voit pas l'utilité. On le voit tous les jours. Donc pour moi, il faut qu'il y ait une incitation à l'utiliser, et donc il faut que les gens en tirent une utilité supérieure à la monnaie qui s'utilise actuellement. Sachant que Bitcoin est plus difficile d'utilisation, qu'il y a des frais, qu'il y a il y a des contraintes juridiques, etc. sur cet usage, bah forcément ça concerne pas tout le monde. C'est vraiment pour des gens qui veulent justement s'extraire un peu du système en place, qui veulent en échapper en mettant un peu d'argent là-dedans, échapper à l'inflation, etc. Qui veulent faire des échanges qui soient pas forcément euh, autorisés par les banques commerciales ou par les banques, par les États. Et donc voilà, pour moi, Bitcoin, c'est une monnaie de la désobéissance ou une monnaie de résistance. Et elle a vocation à être utilisée par une minorité de personnes. Ce qui fait quand même une grosse minorité quand même, qui s'y représentait quelque chose au, autour du monde en fait. Donc on serait pas mal quand même, mais pour moi voilà, la personne, la masse va aller justement vers vers la monnaie numérique. Et bah, on peut le voir aujourd'hui hein, avec, comme tu le disais, hein, l'utilisation du cash qui se perd peu à peu, notamment chez les plus jeunes. Moi, ça me glace le sang à chaque fois que je demande à mes amis s'ils ont un peu de cash sur eux. Ils en ont jamais. Ils utilisent tout le temps leur carte. Ils ont pas 20 euros dans leur portefeuille au cas où, quoi. Donc, donc voilà, c'est pour dire à quel point voilà, on peut arriver. Ouais, Mais voilà, ouais. Mm. je suis aussi un très mauvais élève sur ça. J'ai aussi très Ouais. peu de cash. Et Ouais, bah, vas-y, vas-y. oui, bah voilà, je fais partie de cette tendance à justement plus utiliser l'argent liquide.
Et en fait, on se demande mais pourquoi j'utiliserais l'argent liquide, c'est plus compliqué. Faut attendre que la caissière nous rende la monnaie, etc. Mais bon, c'est ce qu'il y a de plus confidentiel comme outil de transaction. Donc, si on veut pas se faire espionner, bah, il vaut mieux utiliser ça. Et, C'est sûr. Et ouais, après, enfin, comme on le disait justement, ça fait un gros pas pour certaines personnes qui sont pas habituées à ça. Et, euh, et pour revenir sur ce sujet de scalabilité, bah justement, j'étais à Baltic Honey Badger fin août. Et sur les sujets de scalabilité, Peter Todd a notamment, enfin c'est un argument qui est repris souvent, mais il a dit d'une manière qui était assez, comment dire, qui m'a pas mal impacté. Et je saurais plus vous refaire exactement, mais il disait, mais en fait peut-être qu'on n'a pas besoin de covenants, de plus de scalabilité, d'augmentation d'espace de blocs. Peut-être que bah, pour les quelques centaines de millions ou dizaines de millions d'utilisateurs de Bitcoin, peut-être que la scalabilité actuelle est suffisante pour que les gens puissent bah, peut-être payer quelques dizaines de dollars pour ouvrir leur channel Lightning et rester complètement self-custodial. Et peut-être que c'est suffisant au final. Est-ce que tu es dans la même optique et tu te dis, bah ouais, Bitcoin, ça va être utilisé que par quelques millions de personnes et ça atteindra jamais le milliard ou plusieurs milliards d'utilisateurs? oui, bah, c'est tout à fait possible, hein. Mais c'est déjà bien. C'est déjà une petite victoire, on va dire. C'est sûr. Et puis, surtout, j'ironisais dans des commentaires sur X, sur Twitter, et notamment bah, avec Alex de How to Bitcoin, on parle de ça de temps en temps, du fait que, enfin, ces derniers mois, en fait, on a des frais extrêmement bas, et on ironise sur le fait que bah, peut-être qu'on a besoin en fait de réduire l'espace de bloc, parce que si les frais continuent comme ça, que pendant 100 ans et que au moment où on n'a plus de récompense de bloc, bah, les mineurs ne vont plus être rentables. Et le seul moyen de faire augmenter les frais et d'augmenter les revenus des mineurs serait justement de réduire l'espace de bloc, ce qui est totalement à l'encontre je pense, de ce que tout le monde s'attendrait à faire. Et surtout quand on compare à la Block Size War de 2017. Mais en fait, je me disais, si vraiment on arrive à avoir des L2 très performants ou des sidechains très performantes avec un pay-in, pay-out vraiment trustless, ou alors même encore pire, on a toute l'utilisation ou la majorité de l'utilisation de Bitcoin qui se fait via des wallets custodiales, comme on a déjà maintenant, hein, via Wallet of Satoshi, Blink, etc. Bon, en fait, peut-être que l'espace de bloc de Bitcoin ne suffira pas, enfin suffira justement largement pour tout le monde, et qu'on aura besoin un jour de rendre Bitcoin moins scalable. Et est-ce que pour toi, c'est vraiment un avenir enfin, réalisable, ou tu penses vraiment que quoi qu'il arrive, Bitcoin sera full et les mineurs seront toujours rentables? Non, non, pour moi, c'est une mauvaise idée. Euh, comment dire pour moi, il y aura toujours quelqu'un pour faire des transactions sur la chaîne, même s'il y a des solutions de scalabilité qui marchent, hein. Moi, je préfère faire une transaction on-chain que sur Lightning, hein. Même pour faire des petits paiements, s'il y a 10 centimes de frais, je vais utiliser la chaîne, hein. Mais pour moi, oui, c'est comment dire, la réduction de la taille de bloc, c'est vraiment aller contre ce que les utilisateurs sont en train de dire, quoi. Parce que quand il y a pas de frais, en fait, ça veut dire que les utilisateurs veulent pas payer pour utiliser ton produit. Donc ça veut dire que ton produit, il est pas forcément il est pas très bon, quoi. Donc enfin, comment dire? Donc voilà, quoi, c'est pas en réduisant la taille des blocs que justement tu vas leur rendre meilleurs. Au contraire, hein, parce qu'il sera beaucoup plus vulnérable justement au spam et enfin, j'aime pas appeler ça du spam, mais au spam et aux grosses montées de frais. Donc pour moi, c'est une mauvaise idée. Mais si, par exemple, je sais pas, dans 100 ans, genre en 2100, on a pendant 2 ans d'affilée que des frais qui sont à 5 sats par V-byte, et que les mineurs, enfin le hash rate tombe presque à zéro, etc. Et que
et qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisation sur la chaîne principale. Dans ce cas-là, quelle serait comment dire, la solution pour toi? Pour moi, je crois que j'ai déjà dit quelque part, pour moi, la solution, c'était de payer les frais, pas en SAT par Vaybuy, justement, mais en Satoshi par valeur transférée dans la transaction. Comme ça se fait, quoi, un pourcentage, comme ça se fait dans le système financier, hein. Un pourcentage selon la valeur transférée au sein de la transaction. Et ça serait cohérent justement avec la résistance à la censure. Donc, les mineurs incluent des transactions parce que elles payent des frais et que en fait ils incluraient pas la transaction s'il y avait zéro frais. Enfin, ils peuvent le faire, hein, mais mais ça c'est bénévole, quoi, c'est pas économique. Euh, et donc, les grosses transactions qui transfèrent beaucoup de fonds, elles sont plus vulnérables à la censure, forcément, parce que un État va beaucoup plus vouloir empêcher une grosse transaction de se faire que un virement de 10 balles de toi à moi, quoi. Donc, pour moi, c'est cohérent que les grosses transactions aient des gros frais et que qu'un Michael Saylor, par exemple, paye des frais assez élevés. Et donc, bah, pour moi, c'est un équipe de marché qui va se mettre en place au fur et à mesure, hein. On verra si la sécurité est suffisante, je dirais, mais il faut avoir un peu d'espoir, je pense. Mais ouais. Très bien. Et autre chose auquel je viens de penser, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de confidentialité, de ne pas se faire espionner quand on fait des transactions, etc. Mais au final, Bitcoin, c'est une blockchain publique, auditable par presque tout le monde sur Internet. Et est-ce que ça, c'est pas justement un défaut de Bitcoin? Et est-ce que ça va pas justement l'empêcher de devenir un vrai cash, même s'il est utilisé comme un cash, est-ce que tu seras, il sera pas justement considéré comme un outil de traçabilité, d'espionnage par la majorité de la population à l'avenir? Oui, oui, c'est une crainte qu'on peut avoir, hein. Donc oui, oui, c'est une sorte de défaut, mais en même temps, ça permet enfin, faut dire, la transparence a ses qualités aussi parce que justement, ça permet d'auditer la supply, etc. Et Bitcoin aurait pas réussi si les transactions n'avaient pas été publiques, quoi. Donc il y avait pas, pour moi, on pouvait pas faire un Monero directement dès le premier jour, quoi. Mais le problème pour moi, c'est surtout l'utilisation des gens, en fait, l'utilisation que les gens en font, des gens qui vont passer justement par des plateformes centralisées pour acheter leur Bitcoin et retirer vers une adresse. Donc cette adresse est liée justement à leur identité. Et bah, notamment, dans pas longtemps, on va avoir la loi MiCA qui doit passer, qui doit être appliquée. Ça va être, en fait, les utilisateurs devront signer depuis leur adresse pour prouver l'identité, pour prouver la propriété de cette adresse. Et donc cette adresse sera juridiquement liée à leur identité. Et donc pour moi c'est ça le problème, c'est que les utilisateurs se conforment justement aux restrictions étatiques et n'essaient pas justement d'acheter en peer-to-peer, hein, ce qui est légal, hein, mais voilà, c'est plus compliqué évidemment. Et donc ça, c'est un vrai problème, je pense, et ça réduit l'espèce de, comment dire, je sais plus comment on appelle ça, le nuage de possibilités qui puisse exister sur la chaîne et donc ça permet d'identifier bah, justement les transferts. Et si trop de gens font ça, bah même si moi j'essaie d'utiliser la blockchain de façon opaque, bah j'y arriverai pas. Et donc ce problème de l'utilisation des gens, il peut se retrouver dans Monero aussi où tout est opaque par défaut, mais ils peuvent évidemment révéler leurs transactions aux plateformes en utilisant je sais plus comment on appelle ça, la view key, la clé qui permet d'inspecter les adresses. Et donc ça, ils peuvent la révéler aux interlocuteurs à qui ils ont affaire. Donc c'est vraiment une question d'action plus que de technologie, hein.
Ouais, pour faire un parallèle, c'est un peu comme si vous voulez protéger je sais pas, enfin, votre entourage veut protéger sa vie privée, ne veut pas s'exposer sur les réseaux sociaux, mais que vous êtes toujours en train de vous filmer en vacances, enfin tout ce que vous faites. Et bah, si vous allez en vacances avec votre entourage qui lui ne veut pas être exposé, et que vous vous filmez vous et que vous racontez toute votre vie, bah, l'autre personne va être aussi exposée. Et donc protéger sa propre vie privée, ses informations, c'est aussi protéger celle de son entourage. Donc sur la blockchain, c'est la même chose, sauf que au lieu que ce soit des membres enfin, de votre famille ou des gens que vous côtoyez physiquement, bah, c'est juste des autres utilisateurs de Bitcoin, tout comme vous. Oui, Et oui, je suis d'accord, je suis d'accord. On l'a vu récemment, là. Bon, je crois pas que c'est joué, mais la compagne de comment il s'appelle, Paul Duroff, non, Pavel Durov, je sais plus, le CEO de Telegram, qui avait pris des photos dans l'avion, etc., et de leur voyage juste avant qu'il arrive à Paris, quoi. Donc voilà, on pouvait on pouvait savoir où il était, quoi, comme ça. ouais, ça nique un peu toute la discrétion. Euh, et ben, je crois que j'ai abordé un peu tous les sujets que je voulais aborder avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais rajouter? Je crois qu'on a mentionné. Il y a quelques liens que tu m'avais envoyés en plus. Je sais pas si tu veux que je les mette euh, pour l'audience ou si tu veux en parler. Oui, oui, j'avais mis les liens euh, des restrictions actuelles sur le paiement en espèces en France, qui est limité à 1000 ou 1500 euros selon les cas. Et donc que la loi, euh, pour dire que la loi justement interdit le paiement en espèces, sauf de pair à pair. Mais dans le cas du pair à pair, en fait, il faut faire des déclarations à partir de 1500 euros. Et donc tous ces plafonds aussi, ils baissent avec l'inflation évidemment. Donc voilà, on n'est pas. Mais bon, cette loi elle suit un peu la pratique, les habitudes des gens. Et donc si tout le monde utilisait du cash quotidiennement, en fait, on n'aurait pas ces lois-là, hein, parce que ce serait trop restrictif. Et donc le second lien que j'ai mis, c'est là le nombre de paiements, le pourcentage de paiements en espèces selon leur nombre et leur valeur en Europe, où on voit que justement on n'est pas très bien classé, hein. On est classé au niveau de la Suède. Et donc en valeur, par exemple, 25% seulement 25% de la valeur transférée se fait en espèces et 75% par carte ou par d'autres moyens, PayPal, etc. Alors qu'en Allemagne, on est par exemple à 51% et en Autriche ou Espagne, on est à beaucoup plus, je crois, presque 70%, je crois. Et donc voilà, si vous voulez aller voir les études en question, je vous invite à le faire. Ouais, je viens de d'épingler justement un nouveau commentaire avec les liens. Et bah, s'il y a des questions dans l'audience, n'hésitez pas à demander le micro si vous voulez discuter avec Ludovic et poser des questions. Sinon, on va clôturer le space sur les dernières paroles de Ludovic. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Peut-être attendre un petit peu avant que... ah, il y a peut-être une demande de Spice to Shit. Moi, je venais juste pour parler à Ludovic. Alors, j'en profite pour être, j'ai le micro, donc j'en profite pour faire un commentaire. Le livre de Ludovic, il est absolument à lire. Et même si vous aimez pas un peu les livres Bitcoin, on va dire habituels, il n'est pas construit comme un livre habituel justement. Il est un petit peu inscrit comme ses articles. C'est un peu un très 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 long article très complet. Et de cette manière, on se lasse pas trop, quoi. C'est assez aéré. Ça fait un peu investigation. Il y a un fil directeur qui est super bien. Bon, enfin bon, bref, je conseille vivement à tout le monde de le lire. Lisez-le. Ludovic, moi je montais juste sur scène pour te dire un truc. J'ai pas du tout apprécié. Alors j'aimerais bien que tu t'expliques ta ta prise de position socialiste sur le fait de payer des frais proportionnels à ces transactions. Alors j'argumente, je trouve ça non équitable.
dans le sens où, pour l'instant, ce qui va définir les frais sur une transaction, c'est à la fois l'espace de bloc qu'elle va prendre en fonction voilà, des données de la transaction. Est-ce que tu utilises plusieurs pièces? Est-ce que voilà, tout ça, et aussi du premium que tu veux y mettre toi-même vis-à-vis du délai souhaité de minage. Donc ça, c'est un système, selon moi, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Que tu aies beaucoup d'argent ou que tu n'aies pas d'argent, au moins les règles sont les mêmes pour tout le monde. Alors explique-moi, j'aimerais que tu m'expliques ton take et pourquoi tu penses que ce serait bien d'être socialiste. Déjà, merci pour le compliment sur le livre. Oui, je précise sur cette idée. C'est comment dire, un comportement tout à fait volontaire, quoi. Ça serait pas implémenté dans le protocole ni rien. Ça serait juste implémenté dans les wallets et les gens choisiraient de le faire ou pas. Donc, et pour moi, la justification de cette chose-là, ça serait que justement les transferts à forte valeur seraient plus à risque de censure que les petits transferts vis-à-vis des mineurs, quoi. Si un mineur autorise une transaction qui transfère $1 milliard, par exemple, s'il a un peu peur, il peut ne pas vouloir la mettre dans son bloc, etc. Donc pour moi, ce serait une incitation pour les mineurs pour qu'ils justement ils valident les grosses transactions. Mais ça serait tout à fait volontaire, hein, c'est pas du socialisme comme tu l'entends. Tu penses pas qu'il y aurait deux effets délétères combinés dont on connaît pas l'issue finale? Ce serait que premièrement, les mineurs auraient tendance à vouloir inclure que des transactions qui incluent ce petit bout de code qui dit volontairement je mets un pourcentage. Et de l'autre côté, les utilisateurs, eux, voudraient absolument pas l'utiliser, y compris ceux qui font des grosses transactions. Ils préféreraient mettre un premium un peu big et ne pas utiliser ce pourcentage pour économiser. Enfin, du coup, j'ai l'impression que ça créerait un peu ça casserait un peu l'harmonie. Le fait est que code is law, tu vois. Et là, ça marche, mais je sais pas comment. Enfin, je sais pas. Si tu penses que c'était implémenté avec le libre arbitre, est-ce que tu penses pas que ça créerait des effets délétères sur le marché de l'espace de bloc? Pour moi, les petites transactions continueraient de payer des frais selon la place utilisée dans le bloc, mais ça concernerait, comment dire, le pourcentage, ça concernerait surtout les grosses transactions, quoi. À partir de 1 million, peut-être que on commencerait à augmenter les frais de transaction selon la valeur. Je sais pas, c'est juste une idée comme ça, hein, c'est pas. Ok, non mais très bien, non mais c'est un marché, quoi. Ça s'harmoniserait au fur et à mesure. Mais oui, t'as raison, ça serait. Si on Non, implémentait ça du jour au lendemain, ça serait pas. C'est juste très naturel. intéressant, mais j'arrive à visualiser un marché avec des mineurs qui se mettraient d'accord et qui diraient bon, on fait pas passer les transactions de plus d'un million si le mec il coche pas, si le mec il coche pas au pourcentage, quoi. Enfin bon. Mais écoute, je te remercie et puis je laisse le micro à quelqu'un d'autre. Merci. Mais peut-être pour revenir dessus, j'ai l'impression, de toute façon, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Et c'est si tu veux passer ta transaction, tu mets plus ou moins de frais en fonction de ce que tu as envie, soit en termes de rapidité ou de je sais pas. Des fois, tu as des personnes qui payent 500 sats par V-byte quand la même pool est suffisamment libre pour payer du 10 sats par V-byte, par exemple. Donc, Mais tu mesures toujours par rapport à la taille. Donc c'est pas ce que je dis ici, quoi. ouais, mais ce que je veux dire, c'est par le choix des mineurs, en fait, les mineurs vont quand même choisir les transactions qui vont leur rapporter le plus. Donc, Oui, non, quoi qu'il arrive, ça changera pas forcément c'est une petite réflexion. Je me disais, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une collusion des mineurs et qui se disent à partir de maintenant, les gars, on fait plus passer aucune grosse transaction si le mec il coche pas au pourcentage, tu vois. Enfin bon, après game theory, il y en aura forcément un qui dira non, Bah, moi je m'en fous. Et voilà. Ouais, c'est ça. Ce sera puis pas rentable. il y en En fait. aura un. C'est résistant à la censure comme ça. Hein. C'est parce que t'as des mineurs qui peuvent débarquer et dire bah nous on prend tout et allez vous faire foutre, quoi. Ok, bon, c'était juste ça parce que ça me faisait un peu penser à taxon les super profits, tout ça, donc je voulais un éclaircissement. C'est fait, merci. Et bien, merci beaucoup, Space Toshi. Mais il n'y a pas d'autres questions, donc Ludovic, si tu veux toucher un dernier mot
sur n'importe quel sujet lié à Bitcoin ou pas. N'hésite pas, je te laisse le micro pour clôturer ce space. Oui, donc c'était ma première intervention dans un space, donc désolé si j'ai été un peu brouillon, hein, parce que je suis pas habitué à cet outil. C'était super. Et, et donc si vous voulez avoir un point de vue un peu plus détaillé sur tout ce dont j'ai parlé, et avec des sources, etc., n'hésitez pas à vous procurer mon livre. Hein. J'en parle dans plusieurs chapitres de toutes ces choses-là, et puis je parle aussi de l'histoire de Bitcoin, de comment les choses, comment Satoshi a développé son protocole, quelles ont été ses inspirations. Hein. Il s'est notamment inspiré du e-cash de David Chaum. Hein. Je l'ai pas dit, mais le titre du livre blanc, c'est en référence à ça. Et donc n'hésitez pas aussi à aller voir mon cours sur l'histoire de Bitcoin qui décrit en fait la création de Bitcoin qui va entre 2008 et 2011 grosso modo. Enfin l'époque où Satoshi est présent en fait, parce qu'il disparaît au printemps 2011. Et donc c'est vraiment j'ai pas mal travaillé là-dessus, donc il y a pas mal de détails, il y a pas mal de nouvelles choses que personne n'a dit avant. Donc j'espère que vous lirez ce cours avec plaisir. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. Eh ben merci, j'ai réépinglé le tweet avec le lien de ton livre et de la formation. Et ouais, j'ai pas encore regardé la formation, mais en général, Plan B sait très bien choisir ses professeurs. Et donc je vais bien sûr la regarder et la suivre avec attention. Je précise, c'est gratuit hein, le cours sur Plan B. Ouais, il y a juste le livre. Contre, ouais. C'est ça. Ah oui, haute précision, le prix du livre sur Consensus a été baissé à 25 € il y a quelques jours. Là. Il est passé de 28 à 25 €. Donc, et je pense que ça sera le prix final qui restera. Sauf si vous utilisez le code Cryptost avec 10%. Oui, moins 10%. Voilà. Et donc voilà, bah, faites-vous plaisir pour le livre. Noël, c'est dans quelques mois. Mais je pense que ça peut être un beau cadeau, même avant ça. Ou même juste pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Et voilà, n'hésitez pas aussi à visiter le blog de Ludovic. Tous les liens sont épinglés. Bah, merci beaucoup Ludovic d'être venu pour ce space. Sujet très intéressant. Et je pense qu'il y a matière à encore plus approfondir dans des prochains épisodes. Et bah, je te souhaite une bonne soirée à tout le monde. Bah, merci à toi Marius de m'avoir invité. Et je vous souhaite également une bonne soirée aux spectateurs. Donc, merci à vous. Super. Bah, ciao à tous. Bonne soirée.